Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session autour de l'Identity Analytics. Je suis Nicolas Drouot et je serai accompagné par Cyril Golin sur cette session. Et c'est la première session d'un cycle de 5 webinaires, un événement digital autour de l'Identity Analytics qu'on a voulu exceptionnel parce qu'on a cherché à aller vraiment au fond des choses de ce qui fait l'Identity Analytics, son essence, ses applications, et quels sont ses pouvoirs et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le monter d'un cran et aller au-delà de ce qu'il est capable de faire. Il était capable de faire jusqu'à présent. Donc cette première session est une introduction à l'Identity Analytics. Et ensuite, nous aurons 2 sessions demain et après-demain qu'on a intitulées Back to the Basics pour en gros reprendre les fondements de l'Identity Analytics. Qu'est-ce que ça vous permet de faire pour bien comprendre qui a accès à quoi. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de revue des accès pour atteindre 100% de conformité grâce à l'Identity Analytics. Et ensuite, en deuxième partie de semaine, jeudi et vendredi, nous aurons des sessions qu'on a intitulées Next Level. En gros, comment est-ce qu'on monte d'un cran ces capacités de l'Identity Analytics pour aller beaucoup plus loin, notamment en termes d'analyse de risque et d'analyse prédictive, et d'Autonomous Identity pour rendre vos équipes beaucoup plus efficaces et autonomes. Donc, c'est pour ces raisons, c'est ces 2 derniers webinaires, on va vraiment aborder ces fonctionnalités qui permettent de réinventer l'Identity Analytics, de monter un cran au-dessus. Donc, on vous engage à vous inscrire à chacune des sessions pour suivre le déroulé de on va dire, cet événement digital. Et n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'êtes pas disponible, vous serez sûr de recevoir le lien du replay dans votre boîte mail. Je passe la parole à Cyril qui va vous faire cette présentation. Cyril, c'est à toi. Merci beaucoup Nicolas et bonsoir à tous. Comme Nicolas l'a dit, voilà le dernier cycle de webinaire organisé par Brainwave cette année. L'Identity Analytics a été le fil conducteur de notre communication et de nos lancements produits tout au long de l'année. Donc l'objectif de ce cycle de webinaire, et en particulier le premier, c'est de récapituler quelle est pour nous l'Identity Analytics, qu'est-ce que ça représente, quelle est la valeur que peut avoir cette nouvelle technologie, cette nouvelle solution. Et tout d'abord, donc, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'il s'agit là vraiment d'un nouveau concept? Est-ce qu'on a sorti un nouveau truc de notre poche? Regardez l'Identity Analytics remis dans le contexte du marché IAM, donc Identity and Access Management. Regardez quelles sont les valeurs de l'Identity Analytics. Un exemple de cas d'utilisation pour fixer les idées, et puis on conclura par quelques considérations ou conseils pour construire, pour bâtir sa stratégie Identity Analytics. Alors, Identity Analytics, alors je t'en prie, appuie une fois sur le bouton. En fait, Identity Analytics, évidemment, tout ça pour ça. Hein, on n'est pas sur un concept si nouveau que ça, ou en tout cas, quand on reprend un petit peu de recul, on utilise des recettes éprouvées pour s'intéresser à un certain type de données qui est la donnée d'accès. Donc la donnée d'accès, c'est des comptes, c'est des groupes, c'est des personnes, des ACL, des permissions, des logs, enfin bon. Une chose est sûre, c'est que ces données d'accès, il y en a beaucoup, il y a des gros volumes, elles sont compliquées parce que c'est des données techniques et elles sont très hétérogènes dans leur format, dans leur sémantique, en fonction des différents systèmes. On peut comprendre que si on prend les données d'accès dans Active Directory, ce n'est pas géré de la même façon que dans SAP, ou que ce n'est pas géré de la même façon que dans Workday ou dans les systèmes du cloud. Alors, de l'autre côté, on a des technologies d'analyse de données de plus en plus variées, qui savent faire de l'analyse en masse, qui savent faire de l'analyse temporelle, l'analyse prédictive. Donc, utilisons ces technologies modernes d'analyse de données pour donner du sens à ces données d'accès, comprendre ce qu'il y a derrière ces données d'accès,
Alors pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux très spécifiques, il y a des enjeux qui sont liés de façon générale à des problématiques de complexité et d'autre part à une augmentation des risques. Alors si on approfondit ces deux notions, il y a quatre raisons principales finalement d'aller regarder de façon plus détaillée qui a accès à quoi, pourquoi, comment. La première, c'est parce qu'on est obligé de démontrer un certain niveau de conformité, quel que soit le référentiel de conformité. Ça peut être un référentiel métier, ça peut être la réglementation, ça peut être des règles d'audit qui vous sont peut s'assurer que les accès sont bien gérés. Ça peut être aussi, et bien entendu, parce qu'on a identifié des risques cyber liés aux accès, et donc on veut s'assurer qu'on n'a pas laissé de failles de sécurité, par exemple des comptes inactifs qui pourraient être utilisés par des hackers, bon, ce genre de choses. Il y a une troisième dimension, peut-être un petit peu moins importante, encore que, dans le cloud, ça prend toute sa dimension, c'est de bien gérer ses coûts liés aux accès. Chaque licence, chaque droit d'utilisation, chaque siège attribué à un utilisateur potentiellement a un coût. Est-ce que j'ai des comptes qui sont inutilisés ou qui sont sous-utilisés, que je pourrais optimiser? Raison de plus à nouveau pour regarder à qui on a donné le droit de faire quoi. Et puis enfin, ça peut être un principe de bonne gestion, on dira de gouvernance IT, hein, de savoir qui a accès à quoi, de responsabiliser le management, par rapport aux accès qui sont attribués dans leurs équipes. Alors pourtant, si on regarde quelques statistiques qu'on trouve facilement sur Internet, bon, 43% des anciens collaborateurs sondés reconnaissent qu'à un moment donné, ils se sont connectés à un compte de l'organisation qu'ils viennent de quitter. Et je crois même que c'était dit dans les 6 mois ou dans l'année suivant leur départ. Donc, bon, c'est pas forcément de la fraude, c'est pas forcément mal intentionné, mais c'est probablement très maladroit. En tout cas, c'est pas volontaire de la part de l'organisation en question. Donc ça, c'est un sondage qui avait été publié dans la presse. Euh, une autre information intéressante, on va se dire, on va essayer d'automatiser toutes ces problématiques de provisionnement et de déprovisionnement des accès. Mais quand on regarde dans le détail, seuls 8% des organisations disposent d'outils de provisioning des accès automatisés de bout en bout, c'est-à-dire qu'ils couvrent toute la chaîne de gestion des accès de manière automatisée. A contrario, 92% des organisations ont peut-être commencé une part d'automatisation, mais s'appuient sur des processus manuels pour le reste. Alors, si on continue, voilà. Une petite capture d'écran qui est tirée d'une recherche de Gartner sur un autre axe, qui est un axe que Gartner appelle Security Analytics, qui finalement vient compléter la vision Identity Analytics dont on parlait tout à l'heure. Si on regarde maintenant, sur la couche système, par exemple, les gens à qui on a attribué des privilèges, système d'exploitation, base de données, etc., les fameux comptes à privilèges, et qu'on regarde, qu'on corrèle ces habilitations comptes à privilèges avec l'activité réelle des gens. Là, on trouve des trucs incroyables. Dans cet exemple donné par Gartner, on se rend compte que sur certains privilèges, 65% des utilisateurs n'ont jamais utilisé leur accès, qu'il y a des milliers de comptes qui sont inaccédés par personne, qu'il y a des privilèges sensibles qui sont attribués aux gens, et à nouveau, les gens ne s'en servent pas. Donc, les implications telles que décrites par Gartner, c'est de dire, on sait provisionner les accès à privilèges, mais finalement, ils ne sont pas systématiquement utilisés. Et puis, même quand les gens ont un accès qui s'en servent de manière légitime, on se rend compte qu'en moyenne, on leur a donné plus de privilèges qu'ils n'en avaient réellement besoin. La corrélation de l'identity analytics, security analytics, et dans ce cas-là du processus de gestion des comptes à privilèges va permettre de mieux répondre aux deux principes fondateurs de la sécurité informatique, c'est-à-dire d'un côté le besoin d'en connaître, le need to know, et de l'autre côté le least privilege, c'est-à-dire s'assurer qu'on a donné le moindre privilège aux utilisateurs. Si tu peux continuer, Nicolas. Donc,
revenons sur Identity Analytics dans le contexte du marché IAM. Bon, gérer les accès, c'est simple, hein, on a compris. On a des utilisateurs qu'on va appeler les identités et on leur donne des comptes d'accès, on met les comptes dans les bons groupes, comme ça, ils ont les bons accès. Bon, la réalité est un petit peu plus nuancée que ça. Parce qu'en réalité, on a derrière les groupes, on a des permissions, les comptes ont un certain usage, les identités sont plongées dans un contexte organisationnel, métier, d'habilitation, etc. Et sur chacun de ces axes, il peut y avoir des questions qui se posent. Les permissions, alors est-ce que j'ai donné, bon, j'ai donné accès au répertoire, mais est-ce que j'ai donné accès au bon niveau? Est-ce que j'ai donné accès administrateur, lecture seule ou écriture? Les responsabilités, qui est responsable de quoi? Est-ce que l'accès que j'ai attribué, il est légitime dans le contexte de l'organisation de l'utilisateur qui a fait la demande? Pareil pour les métiers. Donc, l'objectif de l'Identity Analytics, c'est bien de prendre en compte toute cette information contextuelle et d'utiliser ce contexte pour faire des analyses approfondies. Donc, on est sur un périmètre quelque part d'action qui est plus large que le périmètre de l'identity management, du provisioning des accès. Alors, c'est logique, l'identity management, le périmètre d'action, c'est les données qui sont gérées par le système d'identity management. Le périmètre de l'identity analytics, c'est l'ensemble des données qu'on peut capter, analyser, corréler pour enrichir une information qui va permettre de prendre des bonnes décisions, parce qu'avant tout, l'identity analytics est une plateforme d'analyse de données. Slide suivant. Voilà. Donc l'objectif, évidemment, ça va être d'atteindre nos objectifs au travers de cette plateforme Identity Analytics. Alors, pour reprendre à nouveau une citation de Gartner, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la perception des analystes et la façon dont ils restituent la structure du marché au fil des années. Il y a très longtemps, on parlait de User Administration and Provisioning, donc on est vraiment une fonction technique. Et puis, on avait Identity and Access Governance qui proposait la vision un petit peu plus métier, le modèle de rôle, etc., les workflows, les approbations. Et puis tout ça a fusionné, puis à un moment donné, Gartner a dit non, en fait, on est sur un marché unifié qui s'appelle IGA. Et aujourd'hui, depuis à peu près 1 an et demi, on assiste de nouveau à une explosion de ce marché. Alors finalement, une taille unique pour tout le monde, ce n'est plus le bon paradigme. Les besoins ont évolué, se sont sophistiqués, et face à ces besoins qui sont de plus en plus sophistiqués, il faut des solutions verticales, spécialistes, expertes sur différents domaines. Et vous avez finalement toute cette liste à droite. Et la suite IGA, qui est le produit qui fait un peu tout, bah, c'est une réponse. Ça va correspondre aux besoins de certaines organisations. Dès qu'on va avoir des besoins un petit peu plus sophistiqués, alors j'ai entouré, tu peux appuyer 2 fois, Nicolas, mais j'ai entouré quelques services ici, mais quand on a des besoins plus approfondis d'analyse de l'accès aux données, des accès à des répertoires partagés, des accès à des sites SharePoint, à des collections de documents, à des fichiers, etc., etc. Bah, l'IGA va pas avoir le bon niveau de réponse par rapport à ça, parce que l'IGA gère des comptes et des groupes. L'Identity Analytics, alors en tant que fonction standalone, comme on le disait, qui va être avec un périmètre d'analyse beaucoup plus large que la fonction IAM proprement parlée. La notion de contrôle SOD, c'est-à-dire les contrôles de séparation des tâches ou les contrôles de conflits au niveau des habilitations données dans les systèmes. Les fonctions d'attestation, recertification, c'est-à-dire de revue des accès. Voilà, tous ces services un petit peu plus avancés qui sont finalement tous affiliés. Hein. L'objectif, ça va être de mieux comprendre qui a accès à quoi, pourquoi, et s'assurer que les gens ont les bons accès. Bien, dès qu'on dépasse on va dire les besoins un petit peu basiques, la suite full feature de IGA quelque part n'est plus la solution unique, et à côté se sont développés des tas de solutions verticales qui vont répondre de manière stratégique à ces besoins avancés. Alors, évidemment, Brainwave est un de ces éditeurs. Tu peux avancer. Il est intéressant aussi de se dire que finalement, Identity Analytics, en tant qu'outil qui permet d'analyser
les données d'accès et de restituer ces données d'accès sous une forme compréhensible par les métiers pour prendre des bonnes décisions, ben, finalement, ça peut irriguer ou ça peut servir à plein de gens au sein de l'organisation. Alors, malheureusement, rien que sur ce slide, on pourrait faire un webinar intégral. Évidemment, le RSSI, la fonction sécurité informatique, va être très intéressée par l'Identity Analytics, ainsi que la fonction conformité. Mais en réalité, on peut trouver des pistes d'efficacité opérationnelle et de gains d'économie pour les opérations IT. On peut corréler sécurité logique et sécurité physique. On peut apporter des réponses du côté des métiers pour les rendre plus habiles, plus autonomes. C'est le thème de notre dernier webinaire de cette semaine. On peut répondre à des enjeux de lutte contre la fraude interne pour la direction financière. Et on peut aussi apporter, souvent on n'y pense pas, mais on peut apporter une information auprès des ressources humaines en termes de connaissance de la main-d'œuvre. Et quand on dit main-d'œuvre, c'est précisément les salariés, mais aussi les non-salariés qui travaillent, qui ont des accès, qui ont des responsabilités au sein de l'organisation et qu'on va réussir à qualifier, j'allais dire un petit peu dans une approche bottom-up, au travers des droits d'accès qu'on leur a donnés de l'activité qu'ils ont sur les systèmes. Si tu veux bien avancer. Alors, il y a 3 qualités principales pour considérer si une solution Identity Analytics va vous convenir. C'est globalement 3 qualités qui sont liées au fait qu'on ait une plateforme d'analyse de données. Donc, la première question, c'est est-ce que avec cette plateforme d'analyse de données, je vais aller à la bonne profondeur d'analyse? Bon, est-ce que je ne vois que le sommet de l'iceberg ou est-ce que je vois l'intégralité de l'iceberg? Dans le cas des droits d'accès, on peut considérer que le sommet de l'iceberg, c'est par exemple les rôles ou les profils applicatifs. Et puis, tout ce qui est en dessous, ce sont les droits fins dans lesquels on va retrouver les privilèges sensibles, on va retrouver les conflits potentiels de séparation de tâches. Deuxième qualité, la facilité d'emploi. Est-ce que c'est un outil avec lequel on va obtenir rapidement le résultat attendu? Ou est-ce qu'on va se perdre dans un dédale de fonctionnalités? C'est très important parce que l'objectif, là aussi, c'est de donner cet outil au plus grand nombre, de rendre les identités autonomes par rapport à leur gestion d'accès. Et puis, la troisième qualité, c'est la capacité à s'adapter à toutes les situations. Bien souvent, quand on considère intégration de données, analyse de données, on se heurte à des problématiques de type je veux faire rentrer un rond dans un carré parce que c'est pas le bon format, parce que j'ai pas la bonne sémantique, parce que mes outils de processing sont pas adaptés. Bon, bah, s'il y a des auditeurs dans l'Assemblée, ils savent de quoi je veux parler. On termine très souvent dans Excel à faire du traitement de colonnes pour réussir à donner du sens à ces données qui ne rentrent pas dans le moule. Bien évidemment, plus votre solution d'Identity Analytics va vous offrir la multiprise qui permet de traiter tous les formats, tous les types de données entrantes, que ce soit des vieux systèmes, les applications qui ont été développées en interne, du SaaS, des ERP, le monde Microsoft, mais en face du monde Microsoft, on va avoir le monde Unix, et puis on va avoir Linux, et puis on va avoir etc. etc. Eh bien, plus vous serez capable facilement d'embarquer un grand nombre d'applications, de systèmes et d'avoir la vue la plus globale sur les accès. Alors, un exemple de cas d'utilisation que j'ai sélectionné parce qu'il est très révélateur. D'abord, Laureate Education, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un groupe d'enseignement privé nord-américain basé à Baltimore. Donc, bah, voilà, les États-Unis, c'est le pays de la conformité. Sarbanes-Oxley, pour les plus anciens d'entre vous, rappelez-vous, c'était au début des années 2000, suite au scandale Enron, toute une démarche visant à améliorer la confiance dans l'information financière et éviter les risques de maquillage ou de déformation de l'information financière. Donc, il y a un volet dans Sarbanes-Oxley qui traite de la façon dont on doit s'assurer que les systèmes informatiques qui gèrent la donnée financière sont intègres.
par exemple au travers de revues des accès, au travers de détection des risques de conflits de tâches pour éviter évidemment les actions frauduleuses. Chez Laureate Education, on parle d'un très grand groupe, hein, à peu près 80 000 salariés. Il y a 12 000 accès aux ERP, donc les systèmes de gestion de financiers. Et au moment où ils ont fait appel à Brainwave, on était sur un constat d'échec partiel puisque les contrôles de séparation des tâches étaient très insatisfaisants, avec beaucoup de résultats qui n'étaient pas bons, sans rentrer dans le détail, avec un produit concurrent qui ne donnait pas satisfaction. Et puis, tout ce qui était revue des accès, donc User Access Review, UAR, était fait manuellement sur seulement les 3 applications les plus sensibles, parce que comme c'était fait manuellement, ça représentait un tel travail de faire la revue de ces 12 000 personnes que c'était fait vraiment dans des conditions très très dégradées, et en particulier ça ne tenait pas compte des conflits de SOD qu'on avait du mal à retrouver par ailleurs. Donc l'objectif, ça a été d'avoir une approche, si tu peux revenir en arrière s'il te plaît, l'objectif, ça a été d'avoir une approche verticale de la conformité SOX. Quand je dis l'approche verticale, c'est de considérer les accès sur toute la cheminée d'accès qui représente ce service d'ERP, d'application financière. Donc, on a des comptes applicatifs, 12 000 comptes. On a les comptes à privilèges, c'est-à-dire les gens qui, au sein de l'application, ont des droits très élevés, par exemple les administrateurs de l'application ou les gens qui font du support sur l'application. Nos amis qui font du SAP disent les comptes SAP All, c'est-à-dire en gros on leur a donné le droit de faire n'importe quoi parce qu'ils doivent pouvoir résoudre n'importe quelle situation. Évidemment, ces utilisateurs-là doivent être gérés d'une façon très particulière parce qu'ils ont des très hauts privilèges. Et puis, on retrouve à nouveau des privilèges dans les couches basses, hein, c'est-à-dire la couche de gestion de la base de données, la couche de la gestion du système d'exploitation qui héberge l'applicatif. Et à nouveau, si on a des accès sur ces couches basses, on va pouvoir bypasser un certain nombre de dispositifs de sécurité qu'on a dans l'application. Le vertical de conformité, c'est celui-là. Comment peut-on s'assurer de haut en bas qu'on a passé en revue tous les accès, qu'on a bien traqué tous les accès dits à privilège, qu'on a mis en évidence tous les problèmes de SOD éventuels, et qu'on a demandé donc aux managers tous les trimestres de confirmer qu'au sein de leurs équipes, les accès étaient bien gérés. C'était ça l'enjeu du projet avec Brainwave. Alors Brainwave, c'est une... Alors là, tu peux cliquer. Brainwave, c'est une moulinette. Hein, on est une plateforme d'analyse de données, rien de plus. Donc, c'est une moulinette qui va prendre tous vos applicatifs, aussi bien sur site que dans le cloud, qui va cruncher la donnée, qui va implémenter un certain nombre de services d'ingestion, de corrélation, de contrôle, de revue, etc., de workflow, pour délivrer de la valeur, hein, donc améliorer l'alignement entre les droits qu'on a attribués aux utilisateurs et le besoin réel business pour que les gens puissent faire leur travail. Traquer, identifier, suivre dans le temps les accès à privilèges qui sont particulièrement sensibles. Fournir un inventaire à 360 degrés des accès des utilisateurs sur les ressources, et en particulier évidemment les ressources sensibles. Bref, améliorer à 360 degrés cette maîtrise des accès qu'on a attribués. Alors le résultat chez Laureate, ça a été de mettre en place ce monitoring des comptes à haut privilège, qu'ils soient applicatifs ou qu'ils soient dans l'infrastructure, les bases de données, systèmes d'exploitation, et par ailleurs de réussir à mener de manière complètement aujourd'hui planifiée, gérée, automatisée, des revues d'accès trimestrielles sur 80 applications métiers qui représentent le cœur des applications SOX, c'est-à-dire qui manipulent de l'argent, hein, les flux financiers. Voilà, sur les derniers audits menés par Laureate, il n'y avait plus aucune recommandation d'audit, il n'y avait plus de faiblesse notée par les auditeurs sur la gestion des accès. Alors, pour terminer cette présentation, comment construire sa stratégie Identity Analytics? Nous vous recommandons de considérer 3 axes
pour construire la stratégie Identity Analytics. Les sources, les enjeux et les ressources. Le premier axe, les enjeux, pardon, les sources, non, c'est les sources, voilà. Bon, bah, les sources, c'est à partir de quelles données on va travailler. On est une plateforme d'analyse de données, on veut analyser les accès, qui a accès à quoi, mais les questions qui vont se poser, c'est quelle est l'origine de ces données, quel est le format, quel est le contenu, qu'est-ce que je peux exploiter comme information, est-ce qu'elles sont disponibles, est-ce qu'elles sont disponibles facilement, comment sont gérés les accès, parce que si on détecte qu'il y a des problèmes, comment on va faire pour résoudre les problèmes sur les sources en question. En face de ça, quels sont vos enjeux? Est-ce que vous avez des enjeux de résilience, de transformation, de gouvernance? Dit autrement, est-ce que vous êtes dans une approche réactive par rapport à des problèmes ou est-ce que vous êtes dans une approche proactive pour anticiper justement les besoins de demain et l'augmentation de la complexité des systèmes? Évidemment, tout ça doit être corrélé avec les ressources dont on dispose, notamment qui est responsable, qui va piloter cette initiative, quelle est l'attitude des métiers, parce qu'on est sur des services qui sont très collaboratifs, que ce soit pour construire des modèles de rôle mining, ou pour faire de la revue des accès. On a besoin de la contribution de l'ensemble de la pyramide managériale. Et donc, c'est important de réussir à les embarquer dans le projet et les convaincre de la légitimité du projet. Si tu peux avancer. Donc, un exemple de tableau de prise de décision ou de construction de stratégie par rapport à ces trois axes, les sources, les enjeux et les ressources. Par exemple, si vous avez des sources avec une forte hétérogénéité, plein de systèmes, plein de technologies différentes, et vous savez que ça ne va pas être facile d'aller chercher les données sur tous ces différents systèmes qui ne sont pas gérés tous de la même façon, mais bon, pas de bol, vous avez des recommandations d'audit qui vous sont tombées sur les chaussures. Il faut faire quelque chose rapidement face à une informatique qui est peut-être qui traîne un peu des pieds parce que elle ne maîtrise pas bien tous ces systèmes anciens. Les métiers qui sont indifférents au sens où bon, ils veulent que les problèmes soient résolus, mais ils ne veulent pas investir d'argent ou de temps sur ces enjeux. Une approche Identity Analytics que je qualifierais de tactique, c'est de cibler un périmètre extrêmement réduit, à la fois en termes de services et de ressources. Donc, vous focalisez sur l'application pour laquelle vous avez des recommandations d'audit, vous focalisez sur le périmètre de ces recommandations d'audit. Est-ce que c'est une déficience sur le suivi, la gestion des comptes à privilèges? Est-ce que c'est une déficience sur des problèmes de conflit d'accès? Bon, ce genre de choses. Et traiter spécifiquement, uniquement ce problème pour montrer qu'on est capable de rapidement améliorer l'existant de manière significative. Un deuxième exemple, donc en termes de sources, vous avez une bonne maîtrise, vous avez un niveau d'automatisation déjà sur les sources, sur les applications principales. On est par exemple dans un secteur réglementé, on a une bonne maturité de l'organisation. La question qui se pose, c'est plus une question d'optimisation des coûts. S'améliorer dans son travail au quotidien. Les métiers sont sensibilisés, ils font déjà des différents contrôles, mais quelque part, on est dans une approche prioritaire opérationnelle. S'assurer de la conformité des accès, c'est pas core business. Alors, comment on peut à la fois concilier ce besoin finalement d'y passer le moins de temps possible et en même temps d'être efficace et de montrer qu'on a fait avancer le schmilblick? Là, la stratégie, ça serait peut-être une stratégie de focus sur le service de revue des accès, parce qu'au travers du service de revue des accès, on va pouvoir montrer à la fois un gain de performance et de productivité. Donc, les gens vont passer moins de temps, vont obtenir des meilleurs résultats. Globalement, évidemment, l'organisation est gagnante. Troisième exemple, les accès sont gérés globalement de manière manuelle et l'enjeu c'est ça, c'est d'automatiser, de gagner en contrôle sur la gestion des accès. Le problème c'est qu'en termes de ressources, pour démarrer, il n'y a pas vraiment de sponsor projet, donc on va dire plutôt que c'est un besoin opérationnel, il faut essayer de le faire remonter, essayer de le faire ressortir. Eh bien, il y a moyen, au travers de l'Identity Analytics, d'obtenir des quick wins
qui vont être visibles et qui vont permettre d'obtenir ce sponsorship de direction. Au travers de la qualité de données, au travers du role mining, qui sont des services qui ont peu de dépendance par rapport au reste des fonctions de l'IAM et qu'on peut mettre en place très rapidement pour obtenir des résultats. On peut aussi parler de l'approche de gestion des demandes d'accès de manière smart avec un système de ticketing, ITSM, IT Service Management. Hein, donc, votre système de gestion des demandes IT, utilisez ce guichet unique pour traiter aussi des demandes d'accès d'une manière qui soit un petit peu plus sophistiquée que simplement un formulaire papier dématérialisé. Voilà, sans rentrer dans les détails, il y a plein de choses à dire sur ces différentes stratégies et très clairement, en fonction de votre contexte, on voit qu'on peut mettre vraiment les curseurs à un endroit très différent. J'en ai fini pour la présentation. Je vous passe donc la parole pour poser vos questions dans le chat. Et en attendant que le chat se remplisse, j'aimerais vous rappeler qu'il y a d'autres webinaires, hein, puisque toute la semaine, jusque vendredi, nous aurons un webinaire tous les soirs. C'est tous les soirs à 17h, sauf vendredi à 16h. Les thématiques sont rappelées sur notre site web, où vous pouvez également vous inscrire, brainwavegrc.com/fr. Et on sera ravis de vous accueillir nombreux à chacune de ces sessions. Pardon. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation avec ces aléas du direct, de la technique. C'est ça. Donc, alors j'ai une question. Alors j'ai de plus en plus d'applications dans le mainframe. J'ai des compétences qui se font rares. J'ai de plus en plus d'utilisation du cloud. Comment est-ce que je fais? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu en panique. Alors non, mais c'est intéressant parce que bien entendu, on va comprendre facilement que la façon dont les accès sont ou étaient gérés dans les systèmes legacy, dans le mainframe, etc., est très différente de la façon dont on va gérer les accès dans le cloud. D'ailleurs, entre les différentes ressources du cloud, il n'y a pas non plus beaucoup d'homogénéité, hein, pour être franc. Le sujet de la gestion des accès n'est pas un sujet qui a été très fortement normalisé. Mais ça pose beaucoup de soucis parce que ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes ressources qui vont gérer ces différents systèmes. C'est probablement pas le même processus. Si vous avez mis en place de l'automatisation au travers de provisioning des accès, par exemple, vous avez peut-être fait pour le mainframe, vous avez peut-être fait pour le cloud. Si vous l'avez fait pour l'un ou pour l'autre, c'est de toute façon pas les mêmes outils. Bref, on est face à deux mondes qui sont relativement irréconciliables. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont réconciliables, sauf du point de vue de l'Identity Analytics, puisque avec cette plateforme d'analyse de données, on va pouvoir corréler ces accès côté mainframe et ces accès côté cloud au même endroit et donc avoir la vision à 360 degrés des accès qu'on a distribués aux utilisateurs, que ce soit sur les ressources internes, externes, externalisées, SaaS, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça constitue finalement une ligne de défense pour s'assurer, même si les processus sont différents, même si les processus sont manuels, qu'on a une homogénéité dans la façon dont on a distribué les accès et qu'on est en maîtrise de l'ensemble des risques associés évidemment à ces accès qu'on a distribués aux gens. Donc oui, je comprends que si on raisonne du point de vue stricto sensu, provisioning des accès, c'est pas facile de faire la quadrature du cercle et de gérer de manière unifiée les accès au mainframe et les accès aux applications SaaS. Mais du point de vue de l'Identity Analytics, là, on a des réponses et on peut fournir une vision consolidée et unifiée. Alors, merci Cyril. Je regarde une deuxième question. Comment est-ce que je fais pour mettre en place une démarche d'Identity Analytics? Alors, question vaste. La bonne nouvelle,
c'est que, si je parle un peu de Brainwave, c'est des sujets dont on a vraiment l'habitude. On est comme Monsieur Jourdain, on faisait de l'identity analytics avant d'apprendre que ça s'appelait l'identity analytics. Et donc, on a développé, en ce qui nous concerne, des méthodologies, des frameworks pour justement, quelque part, standardiser la façon dont on va approcher les déploiements de la technologie chez différents types de clients. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup matière à capitaliser et à standardiser. Vous n'êtes pas seul dans votre démarche et les problèmes que vous posez, probablement qu'il y a plein d'autres entreprises qui se les posent et donc probablement que ce sont des problèmes auxquels nous avons déjà répondu à un moment ou à un autre. Pour revenir sur les trois critères dont je parlais précédemment, les enjeux, les sources et les ressources, c'est quelque part aussi le fondement des premières discussions qu'on va avoir avec vous, bien entendu, comprendre quels sont les services qui vont être prioritaires dans la mise en œuvre de l'Identity Analytics, comprendre quels sont les systèmes qui vont rentrer dans le périmètre de votre démarche Identity Analytics et comprendre quels sont les acteurs qui vont être impliqués dans la démarche qu'il va falloir solliciter au travers de revues, au travers de contrôles, à qui on va publier des dashboards ou à qui on va publier des rapports. Voilà. Sans rentrer dans le détail, une partie de ces questions d'ailleurs seront abordées dans les prochains webinaires de la semaine. Voilà, n'hésitez pas de toute façon, si vous avez d'autres questions, à nous contacter directement, on y répondra avec plaisir. Et on vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 17 h, pour la suite de notre programme. Très bonne soirée à tous, merci. Merci beaucoup, bonne soirée.